C'est tombé, la Coupe du Monde, finale, Brésil, 3-0. Après, c'est bon, tu peux te casser, c'est bon, tu veux parler que de ça en fait. Bonsoir Bichente, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez des idées ou des suggestions sur qui vous pensez pourrait prendre la tête de l'équipe de France? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Je suis tellement descendu bas dans la perte de mon identité en fait en tant qu'athlète. Chen, c'est un pitbull, c'est le mec qui va vous mordre le mollet et qui va jamais vous le lâcher. L'idée de gagner ou mourir, votre hargne et puisque vous aimez faire en tant qu'arrière gauche, je pense que ça vous a plu. J'avais une motivation qui était complètement folle, c'était presque une attitude de kamikaze. Commenter l'équipe de France, voilà, c'est mon équipe, c'est mon histoire. C'était j'y arrive ou je meurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Winning Minds. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi une icône nationale, champion du monde avec l'équipe de France, champion d'Europe avec l'équipe de France et j'en passe, Bichente Lizarazu. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais avec plaisir. On va parler un peu de vos débuts à Bordeaux. Malgré votre talent qui était évident, vous avez eu beaucoup de critiques, en tout cas au départ, souvent considérées comme trop frêles. En neurosciences, on parle souvent du concept de plasticité, de neuroplasticité, qui a la capacité du cerveau à s'adapter et à se réorganiser. Vous avez mentionné dans plusieurs interviews passées que votre détermination et votre travail acharné étaient des facteurs clés pour surmonter donc, ces critiques. Pouvez-vous partager quelques stratégies spécifiques ou routines que vous avez adoptées au début de votre carrière pour renforcer votre physique et puis aussi renforcer votre mental? Alors d'abord le côté petit, trop frêle, évidemment je l'ai eu de façon assez violente au Girondins de Bordeaux, mais je l'ai eu quasiment toute ma vie en fait, parce que j'étais toujours le pitchoun au Pays Basque. Alors le mot pitchoun est un joli mot, je le prenais pas comme une critique, mais pitchoun dans le sud-ouest, c'est le petit, quoi. Et donc, j'étais toujours ça pour mes copains. Hey, pitchoun, on va jouer au foot, on va jouer au tennis. Enfin, ceci dit, ils voulaient tous faire du sport avec moi parce que j'étais bon en sport. Et donc, ils avaient tous envie que je fasse du sport avec eux. Et notamment au foot, ils voulaient que je joue avec eux. Du coup, dans mon adolescence, ça n'a pas vraiment été un problème parce qu'en effet, je voyais que j'étais doué pour le sport et je voyais que mes copains, ils voulaient être avec moi. Et quand je suis arrivé au centre de formation des Girondins, là, c'est différent parce que c'est l'élite, déjà. T'as les meilleurs joueurs qui sont recrutés pour le centre de formation des Girondins. Donc j'ai vraiment galéré, on va dire. Je suis arrivé à 13 ans, entre 13 et 15 ans. J'ai vraiment galéré parce que j'étais en retard physiologiquement par rapport aux autres. Malheureusement, il y a un éducateur qui un jour m'a dit « Bon, c'est même pas la peine d'espérer d'être footballeur professionnel. T'as pas les capacités pour ça. » Et ça a été un premier choc parce que bon, voilà, mes parents étaient là et donc ça a été un moment assez douloureux. Mais ça m'a pas freiné. Je me suis dit, bon, ok, je vais travailler physiquement. J'étais à l'internat, j'étais en sport-études et parallèlement au centre de formation des Girondins. Et tous les matins, je me réveillais 1 heure avant la sonnerie et je faisais des séries de pompes et d'abdos pour être plus fort physiquement. Et puis après, à l'entraînement évidemment spécifique foot, j'en faisais plus que les autres. Et en réalité, je ne sais même pas si c'est ça qui a créé le déclic, c'est que tout simplement, le retard que j'avais à un moment donné, il est devenu moindre et j'ai commencé à pouvoir exploiter un peu mieux mes qualités physiques, même si j'ai toujours été le plus petit. Mais tout d'un coup, il n'y avait plus cette différence en fait, physique avec les autres. Je me suis aperçu aussi que j'avais développé une certaine détermination que les autres n'avaient pas forcément, parce que c'est ça aussi l'avantage quand tu as, entre guillemets, un défaut, c'est que tu développes d'autres qualités. À chaque fois que je jouais contre des mecs plus grands, plus costauds que moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était de me les faire. En Allemagne, notamment, les joueurs étaient très très grands. Et me dire, tiens, lui, là, le grand, là, d'un 95, on va se retrouver sur un contact. Et donc, c'est resté comme une espèce d'obsession de match dans le match et au fond, une motivation permanente. Derrière, quand le physique a suivi, vous avez ce plus par rapport aux autres parce que vous avez cette technique que vous aviez travaillé plus. Ouais, alors encore une fois, je pense que chaque joueur a des qualités différentes et c'est vrai que souvent, les joueurs qui ont des capacités physiques moindres, ils sont obligés de développer autre chose. Par exemple, moi, avec la taille, si je veux rivaliser avec un mec d'un 95, il faut que j'anticipe la trajectoire du ballon. Après, j'ai jamais été un joueur physique. Un mec qui fait un 90, moi je faisais 1m69. Ça n'a pas changé. J'ai pas grandi plus. J'avais quand même des bonnes qualités physiques par rapport à ma taille.
de vitesse, d'endurance, d'explosivité, et puis une certaine agressivité qui faisait que j'arrivais vraiment à compenser physiquement avec les autres et puis développer des qualités techniques, un sens du jeu qui fait que tu arrives à être au niveau. Vous avez cette transformation physique, entre guillemets, vous devenez cadre à Bordeaux, jusqu'à aujourd'hui une légende du club. Et ensuite, en 96, après plusieurs saisons à Bordeaux, vous décidez d'aller à l'Athletic Club Bilbao en tant que premier joueur basque français à rejoindre le club. Pour nos auditeurs, si vous ne savez pas, l'Athletic Bilbao est un club en Espagne qui signe exclusivement des joueurs basques. Généralement, c'est basque espagnol, mais il y a aussi donc le Pays basque français, où très rarement, je pense à quelques exemples, il y a eu des joueurs qui ont pu intégrer le club. Vicente était le premier. Comment est-ce que vous avez navigué les différences culturelles et puis les attentes placées sur vous en tant que premier joueur, en tout cas français et basque, à porter leurs couleurs? J'ai pas eu le temps de connaître ça et de vivre ça parce que malheureusement, cette année-là, j'ai eu une blessure qui m'a vraiment handicapé. Une pubalgie, c'est une inflammation du pubis, c'est la blessure du footballeur assez galère, douleur aux abdominaux et aux adducteurs. Quand tu accélères, tu as mal, quand tu cours, tu as mal, donc c'est très désagréable, ça te prend la tête. Et c'était ma première blessure. Et j'ai connu ça au moment où je changeais de club. Et donc ça a été une année très difficile pour moi à tout point de vue. Et donc une année très frustrante. J'ai pas pu jouer à mon niveau. J'ai pas pu montrer vraiment qui j'étais. Et puis j'ai souffert aussi psychologiquement parce que justement j'arrivais pas à retrouver mes qualités et je me sentais pas bien en fait, tout simplement. Enfin, j'avais passé des années merveilleuses à Bordeaux, j'étais comme un poisson dans l'eau. Avant ça, je me sentais un monstre physiquement, je me sentais indestructible, je me sentais le Superman, hein, ce truc qu'on essaie d'être quand on est sportif de haut niveau. On l'est pas vraiment tout le temps, on l'est parfois, mais il y a des moments de trouble. Et là, le rapport à la blessure pour la première fois, c'est la part de confiance totale en toi, la perte de confiance dans tes qualités. Tu sais pas si tu vas les retrouver. Parce que c'est ça, en fait, quand tu te blesses, tu ne sais pas si tu vas retrouver tes qualités, tu sais pas combien de temps ça va prendre, et c'est ça qui est très très difficile, ça crée du stress. Vous avez parlé de perte de confiance, comment est-ce que vous faites pour passer outre ensuite? Pour une fois que vous êtes de retour, votre corps en tout cas est de retour à 100%, est-ce que vous l'oubliez ou est-ce que ça reste en vous? C'est des soins, l'entraînement, le travail, et petit à petit, on voit que c'est en train de progresser, petit à petit, on voit qu'on a moins mal, petit à petit, on voit qu'on peut augmenter la dose d'entraînement. Et la confiance, elle vient comme ça. Puis après, on recommence à jouer. On fait des bouts de match, puis après des matchs complets. On est moyen au début, puis on commence à être bon et on commence à avoir des sensations. Donc, moi, j'ai fait une saison donc, à Bilbao et après, je suis parti au Bayern. J'étais recruté par le Bayern. J'avais besoin d'un nouveau départ dans un environnement différent. Et en effet, c'est comme ça que j'ai réussi à me reconstruire petit à petit. Parce que cette saison-là du Bayern, il faut quand même se rappeler qu'à la fin de cette saison-là, c'était la Coupe du Monde. C'est ça, exactement. Voilà. Donc j'avais ce challenge-là, c'est-à-dire j'avais vraiment cet objectif-là, j'avais cette pression qui était terrible, énorme. Je voulais pas rater la Coupe du Monde. Et donc, il fallait que je me reconstruise, il fallait que je me soigne, il fallait que je retrouve mes sensations physiques. Il a fallu, on va dire, 6 mois encore de travail intense pour retrouver ces sensations physiques. Et je dirais qu'à partir de janvier 98, j'ai pu rejouer dans des bonnes conditions, m'entraîner dans des bonnes conditions et puis monter en puissance pour finalement faire cette Coupe du Monde. S'adapter à un nouvel environnement culturel, ça implique une flexibilité cognitive qui est significative. La capacité d'adapter notre pensée et notre comportement à de nouvelles situations qui sont inattendues. Là, que ce soit de point de vue culturel ou alors d'un point de vue sportif, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont aidé? Est-ce que vos coéquipiers vous ont très vite inclus? Est-ce qu'au début, dans le vestiaire, c'était compliqué de ne pas parler la langue? C'était vraiment un changement radical. Bilbao, c'est à 100 km de chez moi. C'est la langue espagnole que je pratique. Et si j'avais envie de prendre la voiture, très vite, j'étais chez moi. Donc, c'était pas trop compliqué en termes d'adaptation, même s'il y a notre championnat, même si la presse espagnole, elle est omniprésente. Il faut s'adapter au départ. Mais le vrai changement, oui, c'était de partir en Allemagne, de partir loin. Là, je ne pouvais pas revenir en voiture. Une langue compliquée. Et puis découvrir un environnement de club de très très haut niveau où il n'y a qu'une chose qui existe, c'est gagner. C'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'on appelle la culture de la gagne. C'est dans un club, tu ne peux pas être deuxième. Bayern, tu peux pas être deuxième du championnat, tu peux pas être content d'être éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas possible. C'est gagner ou mourir. C'est gagner ou mourir. Et
Et ça, c'était merveilleux. Et en même temps, oui, l'adaptation à une nouvelle vie, une nouvelle ville, Munich, mais qui est une très belle ville. Et puis un rythme de grand club, c'est-à-dire jouer tous les 3 jours aussi. Donc ouais, il a fallu faire preuve de flexibilité. J'ai pas fait preuve d'une grande flexibilité au départ. J'ai toujours une forme de protection au début quand je connais pas. Puis je m'étais fait un peu piéger en Espagne, parce que je parlais très bien espagnol et j'avais joué le jeu complètement avec les médias. Et je m'étais fait piéger alors que je parlais vraiment bien espagnol. Ils avaient exploité des petites failles. Et ça m'avait vraiment agacé quand je suis arrivé en Allemagne. J'ai fait là, je ne vais pas prendre de risque. Le plus important, c'est que je sois bon. J'avais mon souci déjà voilà, de retrouver physiquement 100% et puis de retrouver ma confiance. Donc je me suis dit, bon, je vais rester un petit peu à distance. Je vais leur dire que, évidemment, je ne parle pas allemand. Comment ça se dit en allemand, bon match Bon match. Gut Spiel. Gut Spiel. Gut Spiel, Arschloch. Et si je parle, s'ils veulent que je fasse des interviews, je les fais en anglais. Donc on est dans une langue un peu entre deux, où chacun doit faire l'effort. Et ça m'a protégé un petit peu au départ. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, je ne suis pas rentré complètement dans l'adaptation au début, je l'ai fait après, un peu plus tard. L'idée de gagner ou mourir, vu votre hargne et puisque vous aimiez faire en tant qu'arrière gauche, je pense que ça vous a plu. Non, mais disons que ça m'a mis une énorme claque dans la tête. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça les grands clubs en fait. C'est ça, c'est ces clubs là où ils gagnent tout. Le Bayern, c'est 6 Ligues des Champions. Ils en avaient 3 quand je suis arrivé. On a gagné la 4e. Il y avait Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, des légendes du foot. Des mecs, quand ils sont dans le bus, que tu vas jouer un match de Ligue des Champions, tu vois, ils sont tranquilles, quoi. Et donc, du coup, tu es tranquille. Donc, j'ai découvert ce truc de... Une finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Ligue des Champions, c'est normal, en fait. Vous commencez à prendre une sorte de poste cadre, en tout cas dans le monde du football, en tant qu'arrière gauche. Vous devenez une sorte de référence parmi d'autres. Donc arrive la Coupe du Monde 1998, fraîchement après votre première saison au Bayern. Vous retrouvez vos sensations. Vous avez encore, disons, cette German mentality, où vous avez envie d'y aller pour gagner ou alors vous mourrez sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de jouer pour l'équipe de France et pour jouer pour ce maillot et puis cette Coupe du Monde à la maison? Qu'est-ce que ça représentait? Ce côté prêt à mourir, ouais, je l'avais pour faire la Coupe du Monde déjà. Parce que je venais de tellement loin. J'ai cru que j'allais tout perdre en fait. Je suis tellement descendu bas dans la perte de mon identité en fait en tant qu'athlète, puisque j'avais des problèmes physiques et j'arrivais pas à retrouver les sensations, que j'ai perdu confiance en moi. Et donc j'avais une motivation qui était complètement folle, c'était presque une attitude de kamikaze, hein. C'était vraiment ça. C'était ça, ou c'était j'y arrive ou je meurs. Et j'ai fait énormément d'efforts, vraiment énormément d'efforts. J'ai poussé comme jamais dans ma vie et il y a eu la récompense. C'est ça qui est le plus important, c'est que la première récompense, c'est que je l'ai faite cette Coupe du Monde et que j'étais prêt pour cette Coupe du Monde. J'étais à 100% et Aimé Jacquet a été quelqu'un de très important pour moi parce qu'il m'a toujours fait confiance, il m'a accompagné, on a discuté quelques mois avant. Il m'a dit t'inquiète, entraîne-toi, fais les soins qu'il faut, je suis sûr que tu vas retrouver 100% et tu seras mon arrière-gauche, quoi. Et donc ça, ce sont des petits mots qui te... Même si ma motivation, elle était énorme, hein, j'avais pas besoin de ça, mais avoir ça en plus, ça te donne un coup de boost. Et c'est ça qui est fabuleux aussi dans la relation avec un entraîneur, c'est que tu sens cette confiance, tu as envie de lui redonner. Donc quand je suis arrivé à la Coupe du Monde, à la préparation de la Coupe du Monde, j'avais relevé mon challenge personnel et puis redonné à Aimé Jacquet la confiance qu'il m'avait donnée. Et puis l'aventure a été merveilleuse parce que chacun a fait ce qu'il fallait, chacun a donné à Aimé Jacquet le meilleur de lui-même. Et ça a été une aventure merveilleuse. Donc c'est assez marrant parce que en l'espace d'1 an, finalement, je suis passé du gouffre au paradis. Voilà. J'étais vraiment au fond de la cave, dans la pire situation possible pour un athlète de haut niveau. Et puis, tu gagnes le titre le plus beau dans ton sport, cette Coupe du Monde 98 en France. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. Certaines parlent de 2000 parce que esthétiquement, apparemment, c'était plus beau à voir. Mais la Coupe du Monde, laisse tomber. Laisse tomber la Coupe du Monde. Finale, Brésil, 3-0. Après, c'est bon, tu peux te casser, c'est bon, tu veux parler que de ça en fait. Voilà. C'était historique, vous gagnez la Coupe du Monde 98, la première de l'équipe de France, première de l'histoire. C'est historique pour vous, pour les joueurs, mais pour le pays, enfin pour le monde. Moi, j'étais pas là pour le vivre, mais j'ai beaucoup entendu parler de l'après-Coupe du Monde, l'après cette victoire, une sorte d'une France qui était ensemble, qui
qui aimait la vie, et puis vous étiez un de ces architectes. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que fierté derrière? Un peu comme en ce moment là, pendant les JO, où tout le monde est heureux. Et il y a quelque chose de très semblable en ce moment. Nous, c'était une fierté de se dire tiens qu'on avait réussi à réunir la France en fait autour de cette aventure exceptionnelle, et une forme de fierté collective autour de ce titre de champion du monde, où tout le monde avait vécu des émotions fortes et qui restent à ce jour dans la tête des gens. C'est générationnel en fait. Et pendant 6 mois, ça a duré 6 mois, ça n'a pas duré 10 ans. Pendant 6 mois, c'était de la folie. Il y avait une effervescence, il y avait le plaisir de vivre tous ensemble qui était là. Je le ressens pendant, je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps après. Je ne suis pas sûr parce qu'on est dans une autre époque. Mais en tout cas, je ressens quelque chose d'identique à 98. Là, il y a la cérémonie d'ouverture qui a été extraordinaire. Et puis les médailles françaises, voir ces athlètes faire des performances incroyables. Et puis ça se passe très bien. Et donc on est tous très fiers d'organiser ces JO. D'avoir nos athlètes français qui sont au top et donc du coup j'ai l'impression qu'il y a une espèce de paix. Il y a vraiment eu un avant. Ah oui. La France n'était pas contente. Ah oui, parce que j'ai fait l'Euro, j'ai commenté l'Euro, on n'était pas dans cette ambiance. Vous avez parlé de collectif pendant cette Coupe du Monde, et c'est très intéressant en neurosciences de comprendre ce qui se passe dans un collectif ou dans une équipe. Il y a une hormone qui s'appelle l'oxytocine et elle a un rôle très important dans la création des liens émotionnels forts et puis des sentiments forts au sein d'une équipe et puis au sein de plusieurs personnes. En anglais, on appelle de bonding hormone. Elle est très souvent observée justement dans des vestiaires où il y a une vraie camaraderie. Donc ces liens, ça améliore évidemment, j'imagine, la cohésion d'équipe, la performance de l'équipe. Et comment est-ce que donc cette camaraderie, cette unité, ça a contribué à votre succès? Et puis, comment est-ce que vous l'avez vécu? Parce que vous vivez la Coupe du Monde, et j'avais vu un peu ça en 2018 parce qu'on a pu accéder un peu à leurs entraînements, mais vous vivez la Coupe du Monde avec vos potes, en fait. C'est pas que vous qui gagnez, c'est vous et vos meilleurs amis qui gagnez la plus belle chose que vous pouvez gagner. Je l'avais jamais analysé comme ça. La notion d'hormones dans le sport de haut niveau, c'est important. Les endorphines, notamment, en plus dans la pratique sportive en général, et la sensation d'apaisement. Mais cette hormone-là, générée par l'idée de faire quelque chose ensemble, de faire quelque chose avec des potes, de défendre tes potes, que tes potes te défendent, moi j'adore cette idée-là. C'est ce que j'aime dans les sports collectifs, c'est-à-dire qu'on est une équipe et tu vas te battre pour ton partenaire, il va faire la même chose et tu sais que ensemble on est indestructible. Et ça ne marche pas une équipe à partir du moment où il y a trop d'égoïsme, à partir du moment où chacun veut jouer sa petite partition, ça marche jamais. Tu peux avoir les plus beaux talents du monde, ça marche jamais. Et ce qui est beau, comme en 98, c'est que vraiment il y avait ça, on était prêts à se sacrifier les uns pour les autres. On était prêt à se sacrifier pour notre entraîneur, on était prêt à se sacrifier pour nos partenaires. Moi, pour Zizou, dès qu'il prenait des coups, on allait le défendre, par exemple. C'était systématique. Nous, entre défenseurs, on était très solidaires, très soudés. J'avais Marcel Desailly, moi, de mon côté. C'était première lame, deuxième lame. Si la première lame coupait pas, la deuxième coupait. Et donc, on était tout le temps ensemble avec Lilian Thuram. On avait une préparation d'avant-match. Voilà, tous les deux, où on se montait le bourrichon un peu, on se chauffait et on adorait ça, enfin, des petits rituels comme ça d'équipe. Et c'est vrai que cette équipe de France 98, elle avait ça en elle, une générosité, une solidarité qui a fait qu'elle a été capable de passer toutes les étapes, parce que les matchs ont été difficiles. Parfois, ça se joue à rien, c'est une faute technique, une petite inattention, et puis c'est terminé. Et cette équipe, je trouve qu'elle avait des belles valeurs. Elle était belle. C'était sincère, voilà. C'était sincère parce que l'ambiance dans l'équipe était très bonne. On avait du plaisir à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on avait du plaisir à jouer ensemble, mais on avait aussi du plaisir à manger ensemble, à parler ensemble, à boire le café ensemble. Et ça fait tout sur une compétition qui est assez longue. Les Français ont vu ça et donc ils avaient envie de faire partie un peu de cette bande d'amis. Et moi, j'ai pu le vivre un peu en 2018. J'avais l'impression de tous être amis, qu'ils jouaient l'un pour l'autre, qu'ils étaient là en classe verte un peu, qui faisaient du foot, mais qu'ils étaient juste heureux d'être ensemble. On a tout cassé! Ouais, on a tout cassé! C'est extrêmement important. J'ai eu la chance d'avoir Rai un peu plus tôt sur le podcast qui me parlait de la Coupe du Monde 2006. Et il a dit que le Brésil avait la meilleure équipe du monde, avec les joueurs les plus extraordinaires du monde, mais... La Coupe du Monde, ça n'a pas marché, on perd contre la France, mais on a fait pas des grands matchs. Quand ils sont arrivés à la Coupe du Monde, ils ont tous décidé d'avoir une chambre individuelle. Et donc, ils n'ont pas vécu ensemble et donc ils ont perdu un peu ce lien qui a fait que
derrière, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et comme vous avez dit, c'est pas le talent forcément la chose la plus importante, mais c'est la cohésion. Et en restant avec l'équipe de France actuelle, donc vous avez dit l'Euro vient de se finir, les Jeux Olympiques sont en cours, on a une nouvelle génération qui est assez extraordinaire, que ce soit à l'Euro avec un jeune Mourad Zaïre-Emery qui est déjà quasiment cadre au Paris Saint-Germain, j'adore, qui a l'âge de mon petit frère et qui est extraordinaire, qui a malheureusement pas pu jouer à l'Euro, mais qui est extraordinaire. Et là, aux Jeux Olympiques, on a plein de joueurs extraordinaires, même comme Michael Olise. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette nouvelle génération? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir obtenir? Je trouve qu'on a de la chance parce qu'il y a une espèce de continuité générationnelle. C'est assez rare, hein. Donc ça m'inquiète un peu parce que des fois, il y a des trous aussi qui arrivent. Mais nous, il y a une continuité quand même de performance. Alors c'est que depuis que Didier Deschamps a pris cette équipe, allez, on va dire de 2014, quart de finale, la Coupe du Monde au Brésil. Et après, il y a eu juste un échec, pas cet Euro-là, mais le dernier Euro, où on a perdu contre la Suisse. Mais à côté de ça, on fait 3 finales. Et là, c'est une demi-finale, même si c'était pas exceptionnel en termes de prestations, mais c'est quand même une demi-finale. Donc oui, les joueurs, on les a et c'est pas facile des fois quand il y a des générations de joueurs qui quittent. Là, par exemple, il y avait Varane, Lloris, maintenant Giroud, mais malgré ça, tu as un enchaînement derrière. C'est pas toujours évident, hein. Parfois, c'est un peu la fin. Les Croates, par exemple, quand Modric va arrêter, derrière, ça sera peut-être pas évident que ça suive. Didier Deschamps est en contrat donc, jusqu'en 2026. Je ne sais pas s'il va rester après ou pas. Je trouve que ça a été probablement le meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu. Enfin, il était extraordinaire. Est-ce que vous avez des idées ou des suggestions sur qui vous pensez pourrait prendre la tête de l'équipe de France? Tout le monde sait qui peut prendre l'équipe de France après lui quand il arrêtera. Je ne sais pas. Pour l'instant, là, il continue, mais on sait que Zizou pourra prendre l'équipe de France un jour. Il a montré l'entraîneur qu'il était au Real Madrid et voilà. Et donc ça sera une suite logique. Mais est-ce que vous pensez, en tout cas, vous le côtoyez beaucoup, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose dont il a envie? Oui, il a dit. Hein. Moi, je n'ai même pas besoin de dire qu'est-ce que j'en pense. Forcément, quand tu es entraîneur, tu aspires à entraîner les meilleures équipes. Et forcément, quand tu as joué à une équipe de France, un jour l'équipe de France, c'est tout à fait normal. Vous, après donc, une carrière illustre, vous quittez le monde du football et le monde du sport intense au niveau professionnel. Ça peut être très difficile pour de nombreux athlètes de se préparer à la vie d'après-football, de transitionner. Vous avez dit que ça vous a pris 48 heures, notamment parce que vous avez continué à faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités variées. S'engager dans de nouvelles activités et apprendre de nouvelles compétences peut aider le cerveau à créer de nouvelles voies neuronales et donc ça facilite la transition parce qu'on n'arrête pas tout d'un coup et donc on reprend petit à petit et on comble le vide par des nouvelles passions et par de nouvelles envies. Ça vous en parlait dans votre livre, donc Vivre de sport. Le livre explique comment vous utilisez divers sports comme le ski, le surf, le cyclisme, le jiu-jitsu brésilien pour rester en forme puis garder l'esprit vif. Salut, c'est Vicente Lissarassou. Là, on est à Val d'Isère et on va se faire un itinéraire que j'aime beaucoup. C'est le col de la Madeleine et la Combe du Foin. Allez, c'est parti. J'ai eu la chance en plus de terminer le séjour un peu comme on se l'était dit par Tiopo, que je redoutais et à juste titre. Aujourd'hui, je vous amène à vélo en montagne, comme vous voyez là dans le panorama sur les Pyrénées. Là, je prends les crochets, je vais remettre le manche. Je remonte. Là, il va refaire un renversement. Comment est-ce que ces activités vous ont aidé à gérer la routine, la fatigue, le stress, surtout après votre retraite? Et comment est-ce que vous avez, comme vous avez dit, donc, permis de garder votre identité? La perte d'identité, quand j'étais blessé, j'ai connu la perte d'identité. Vraiment, je l'ai ressenti tellement fort. Je me suis dit, putain, mais t'es plus qu'une merde. C'est ça, en fait, un sportif de niveau. Tu passes de Terminator, Superman, tous les superlatifs que tu veux, où tu te sens indestructible, à t'es blessé, tu vaux rien, tu vaux plus rien. Et quand tu arrêtes ta carrière, il y a quelque chose comme ça aussi. Tu perds ton statut, tu perds ton identité. Tu es un champion du monde, tu es important pour les clubs, tu es important pour l'équipe nationale, tu es adulé et tout ça, et du jour au lendemain, ta carrière est terminée. Et dans le foot, en particulier, c'est assez violent. Parce que tu ne sers plus à rien. Tu ne sers plus à un club pour tenir le côté gauche de la défense.
tu sers plus à une équipe nationale pour aller gagner une Coupe du Monde. Et le public passe à autre chose et le monde du foot passe à autre chose puisqu'il y a de nouvelles générations. Donc tu te retrouves vraiment seul avec cette perte d'identité et donc il faut que tu te reconstruises tout seul. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est continuer à me sentir athlète. Donc j'ai continué à faire du sport à bloc. Moi, j'ai une culture sportive assez vaste, assez riche. Donc voilà, très vite, j'ai eu envie d'aller surfer un peu partout dans le monde, aller skier un peu partout dans le monde. Je fais de la plongée sous-marine aussi. Enfin, faire des choses que je ne pouvais pas quand j'étais footballeur aussi. Donc de bouffer la vie au travers du sport, au travers du voyage. Et ça, en fait, ça m'a permis finalement... pour moi, c'était la liberté. J'étais capitaine de mon bateau. Je ne pouvais pas le faire quand j'étais footballeur. Donc en fait... certes, j'étais triste que ça s'arrête, mais j'étais heureux d'avoir une nouvelle vie où je pouvais faire plein de trucs que je ne pouvais pas faire footballeur. Je vis encore des sensations sportives, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas les caméras, mais je te garantis que je vis des sensations sportives qui sont extraordinaires. Voilà. Et après, en termes de reconversion aussi, c'est trouver un nouveau chemin. Et moi, ça a été le métier de commentateur, de consultant. J'ai fait mon petit chemin où je suis légitime dans ce métier-là. Et où je suis heureux de faire ce métier-là, je me sens utile, j'ai du plaisir à le faire, commenter des Coupes du Monde, commenter l'équipe, alors je commente le top, donc j'ai cette chance-là. Quelle finale! Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France, mais là c'est la finale. Commenter l'équipe de France, voilà, c'est mon équipe, c'est mon histoire, et donc la commenter, aujourd'hui, je suis pas du tout dans la nostalgie. Quand ils gagnent une Coupe du Monde ou quand ils gagnent un match important, je ne suis pas dans la nostalgie des joueurs. J'aimerais bien être à leur place là. Je suis content de vivre ça comme commentateur. Je suis content d'être le commentateur de la finale de la Coupe du Monde. On a commenté avec Grégoire la finale 2018. Bravo! Mais c'est fait! Mais c'est fait! Je te dis que c'est fait! C'est fait! C'est fait! Les Bleus sont champions du monde! Et on a commenté la finale 2022. Bon centre, un bon centre. Oh, oui! Plus que ça! Allez! Oh là 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 là! Ça sera une touille! Enfin, c'est fini pour les tirs au but. Moi, j'ai connu ça joueur. Je suis très content aussi d'avoir connu ça comme commentateur, même si évidemment, c'est pas aussi puissant que joueur. Mais tu fais partie de l'aventure et de l'histoire. Quels sont, disons, certains des défis de la santé mentale que vous avez vécu en tant que joueur? On a vu sur les Jeux Olympiques avec Léo Marchand qui parle de son accompagnateur mental qui lui a permis de faire cette compétition extraordinaire qu'il est en train de faire. Est-ce que vous avez connu ça? Est-ce que vous voyez que ça devient quelque chose de normal? Alors moi, j'ai eu absolument aucune aide. Rien. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se plaindre de quoi que ce soit. Parce que tu passais pour un mec fragile. Donc tu gérais tes émotions tout seul, tu gérais ton stress tout seul, tu gérais tes inquiétudes, ton doute tout seul. Mais il y a vraiment 2 choses complètement différentes. Et il faut vraiment bien comprendre préparation mentale et la santé mentale. Préparation mentale, pour moi, c'est une préparation mentale qui est spécifique à la compétition. Tiens, les Jeux Olympiques, tu vas préparer ça, la lutte contre le stress, de ne pas se mettre trop la pression parce que c'est en France et qu'il ne faut pas se rater, tout ça. Et la santé mentale qui est un truc général, c'est un truc que tu travailles pendant des années. Et c'est un travail de fond. Et ça, c'est beaucoup plus complexe parce que tout intervient. C'est-à-dire qu'il y a ton parcours familial, tes problèmes familiaux, les chocs émotionnels qui peuvent générer une forme de stress et qui fait que tu es moins performant. Parce que c'est clair, hein, un sportif de haut niveau, il est bon s'il est heureux. C'est comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. Tu es bon au boulot parce que tu es heureux dans ta vie. Et un athlète de haut niveau, il est bon s'il est heureux dans sa vie. Donc il y a plein d'histoires aujourd'hui de bascules, de carrières qui basculent. N'Golo Kanté, problème avec son entourage. Pendant 2 ans, il a été blessé. Paul Pogba, problème aussi avec son entourage et avec des blessures qui se sont enchaînées. C'est très important en fait de gérer finalement sa vie, de pouvoir comprendre tes problèmes. Et si tu n'arrives pas à les régler toi, si tu n'arrives pas à retrouver un équilibre tout seul, de faire appel à un psychologue. Il y a des gens spécialisés qui peuvent arriver à te faire un travail qui te permet de retrouver cet équilibre. Plus en plus de clubs d'ailleurs qui engagent des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes pour parler à leurs joueurs. Ils sont sur place et dès qu'un joueur a un problème, que ce soit familial, ils peuvent aller leur parler parce qu'ils savent que c'est entre eux et donc ils peuvent se libérer, ils peuvent en parler et puis ils peuvent
se faire aider. Malheureusement, c'est pas la norme et ça arrive rarement. Ça arrive souvent dans des clubs qui ont beaucoup de moyens, mais peu dans les clubs qui sont en D2, D3. Encore une fois, aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, même s'il commence à y avoir des psychologues du sport, il n'y en a pas assez. En fait, on n'est qu'au début de l'histoire et je pense qu'on peut faire un travail énorme avec l'athlète pour que justement il exploite encore plus tout son potentiel. Quel message clé est-ce que vous espérez transmettre à vos lecteurs sur la relation entre l'activité physique, la santé mentale? C'est chouette, les médailles olympiques et d'être champion du monde, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais c'est pas ça qui donne des vocations véritablement, de mon point de vue. C'est pas ça qui va te faire courir tous les matins ou aller prendre ton vélo tous les matins. Faire du sport, c'est penser à sa santé physique et mentale. Et le sport, c'est le meilleur des médicaments pour moi. Moi, à chaque fois que je suis nerveux, à chaque fois que je suis énervé par quelque chose, parce que j'ai pas réussi à le régler, parce que ça se passe pas comme prévu, je prends mon vélo et au bout de 3 heures, je reviens et tout est doux, tout est calmé. Et à la limite, presque, j'ai trouvé la solution. Et c'est ça, en fait, le sport. Ça te permet justement de trouver un équilibre. Et c'est pour ça que le sport est très puissant, très puissant. La pratique sportive est très puissante et c'est dommage qu'on n'insiste pas là-dessus, qu'on ne donne pas plus envie aux gens de faire du sport, qu'on ne les éduque pas au sport suffisamment, par des méthodes d'entraînement, par une compréhension aussi du corps, par une compréhension aussi de la physiologie, du rapport entre le corps et le cerveau, tout l'aspect hormonal. Pourquoi est-ce qu'après avoir pratiqué 2-3 heures de vélo, t'es tout calme et tout doux, t'es un agneau? Moi, je suis plutôt quelqu'un de plein d'énergie, donc je suis potentiellement un lion ou un ours, mais quand je fais du sport, je suis un agneau, je suis tout calme, tout apaisé, tout doux. Et moi, j'ai trouvé mon truc et je pense qu'on a tous besoin de trouver un truc qui te permette de redescendre. Merci beaucoup, Vicente. J'étais ravi de vous avoir. J'espère que vous avez profité de cet épisode de Winning Minds. À très bientôt.